sur l'ensemble du territoire national au lycée Lamine Gueye de Dakar où nous sommes rendus. L'accent a été mis sur la sécurité des sujets. Le reportage de Mohamed Ali Mouba, ce sera dans quelques instants. Vous allez suivre donc le reportage de Mohamed Ali Mouba au lycée Lamine Gueye de Dakar. On va le mettre à la table des professeurs pour la correction. D'accord, il n'y a pas de problème. Dans une salle du lycée Lamine Gueye, professeur Diakhaté, le président d'un jury, séance d'échange avec ses professeurs. La concertation se tiendra ici même. Venu lui remettre qui leur ordre de mission, qui leur copie, cet enseignant-chercheur à l'UGB veille au bon déroulement des épreuves dans son jury. Et voilà, moi je m'occupe du volet concernant la distribution des copies. Est-ce que tout se passe bien? Donc pour le moment tout se passe. Oui, les sujets sont digérés devant tout le monde avec les étudiants ou bien les candidats, ils regardent bien, donc tout est dirigé devant eux. En fait, M. Diakhaté ne fait que répercuter les consignes de l'office du bac. Consignes rappelées ici par le chef du centre Lamine Gueye, Pape Alioune Diop. Dans les centres. Il est aussi donc lu avant la distribution de chaque épreuve donc les informations concernant donc la fraude et les peines encourues allant de la suspension à l'emprisonnement. Donc les candidats sont correctement informés déjà donc au niveau donc de l'office du bac. Donc, et cela, donc ils doivent prendre les dispositions. Sinon maintenant, ils sont surveillés donc par au moins 2 surveillants dans chaque salle, donc pour éviter que les élèves ne communiquent. Dans les salles, interdiction de toucher à son portable, ordinateur portable ou tout outil de communication. Marem, candidate au bac, s'est pliée aux injonctions de ses surveillants. Oui, parce que de nos jours, il y a les dictionnaires. On peut télécharger tous les dictionnaires qu'on veut, soit en français, espagnol, allemand, anglais, tout. C'est pourquoi on nous a dit de garder notre téléphone ou bien de l'éteindre. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai éteint. Lors des épreuves anticipées de philosophie, des fuites ont été signalées. L'office du bac veut 0 impair de cette nature. Les professeurs de philosophie sont divisés sur le mot d'ordre de boycott de la correction de l'épreuve anticipée de philosophie. Certains d'entre eux participent à la correction des copies. Cependant, ils continuent de réclamer la lumière sur la fuite présumée à l'anticipé de philosophie. Le président de l'association des professeurs de philosophie du Sénégal, Mamadou Sanoussi Ba, joint par El Hadj Ndiogoudjen. Depuis le premier vendredi où il fallait corriger les copies de Dakar, nous nous sommes rendus à l'office du baccalauréat avec des preuves de la suite du sujet numéro 1. À cet effet, nous avons tenté de sensibiliser les collègues pour leur demander, avec les syndicats, d'arrêter toute collaboration avec l'office du baccalauréat en attendant que les preuves soient reprises. Mais pour une raison ou pour une autre, certains collègues ont pris la liberté de prendre les copies et de corriger. D'autres ont pris la liberté de ne pas toucher à ces copies qu'ils considèrent comme étant des copies de fraude et de fuite. C'est une affaire de liberté individuelle. C'est une situation devant laquelle chacun a réagi selon sa propre mentalité. Voilà. Bon, mais je crois que l'essentiel, ce qui est bien, c'est qu'au moins, je ne sais pas si on peut dire pour la première fois, mais en tout cas, une enquête a été ouverte. Les autorités de l'office du bac sont entendues, les syndicats sont entendus, les philosophes dont moi-même j'ai été convoqué à la DIC. Nous avons donné des informations et aujourd'hui, une enquête est ouverte. Et je crois qu'au moins pour cela, c'est déjà quelque chose, pour ne pas dire une victoire. Maintenant, on attend. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. 12h07. Ils sont bloqués à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar et depuis 2 jours. Ces passagers de Bruxelles Airlines devaient quitter la capitale sénégalaise dimanche soir, mais jusque-là, aucune explication ne leur est fournie. C'est ce qu'ils dénoncent au téléphone d'El Hadj Ndiogoudjen. Écoutons cette passagère. On a été convoqué dimanche pour un vol sur Bruxelles à 20h
Donc quand on est arrivé, on a enregistré, on est même allé à la salle d'embarquement, mais juste après 20h25, ils nous ont dit qu'on ne partait pas parce que le vol était annulé. Donc le vol était annulé pour des raisons techniques, donc ils nous ont amenés à l'hôtel et ils avaient dit qu'on allait partir le lendemain, c'est-à-dire hier. Hier, on est retourné et on a eu le même souci, on n'est pas parti. Ils nous ont dit que c'était toujours des problèmes techniques, mais ce qui a plus mis en colère les passagers, c'est qu'ils ont amené, parce qu'il y avait hier 2 vols, notre vol et un autre vol. Donc ils nous ont laissé en plan, nous qui étions là-bas depuis dimanche, et ils ont amené les passagers qui étaient convoqués hier. Donc depuis dimanche, on nous fait balancer d'hôtel en hôtel. Actuellement, nous sommes fatigués, nous ne savons pas si nous allons partir ou pas. Dans nos bagages, nous avons de la nourriture, des choses qui sont périssables. Donc c'est sûr que tout cela, on va le perdre et on ne sait pas si on va être indemnisé ou pas. Parce que quand on se renseigne à l'aéroport, ils ne nous informent pas. Et il n'y a aucun personnel de Bruxelles Airlines, ça va. On ne voit que le personnel de l'aéroport. Donc vraiment, on est fatigué. On veut qu'ils trouvent une solution. Toutes nos tentatives de joindre Bruxelles Airlines sont restées vaines. Les inondations au quartier Hahoun de Kaolack, les populations sinistrées sont sur le point de quitter leurs maisons envahies par les eaux de pluie. En sit-in, elles ont plutôt déploré, ces populations, le non-respect des mesures annoncées par le gouvernement. Nous y reviendrons. Le site de transformation des produits halieutiques de Bargny, dénommé Helcom, sera modernisé. C'est une annonce du maire de la localité. D'après Abou Ahmed Sek, ces travaux seront pris en charge dans le cadre du budget consolidé d'investissement. À propos de la polémique autour de la centrale à charbon prévue sur le même site, l'île de Bargny appelle à la sérénité. Correspondance Isidore Alexandre-Sen. Helcom va être modernisé et c'est une question qui préoccupe la commune de Bargny, mais aussi le ministère en charge de la pêche et de l'économie maritime, laisse entendre Abou Ahmed Sek. J'ai beaucoup expliqué ici. Le ministre Oumar Gueye était là il y a 2 semaines. Il a expliqué que le site de Helcom sera complètement réhabilité dans le cadre du budget consolidé d'investissement. Il a dit ici, nous travaillons avec les autorités de la centrale qui se sont engagées aussi à moderniser ce site. Le maire de préciser que des études de faisabilité sont incontournables. Il faut des phases d'études et il faut un certain nombre de délais. Helcom, ils vivent dans cette situation depuis trop longtemps. Et moi je leur avais dit, nous sommes là, ça fait 2 ans, 3 ans. En tout cas, à la fin de ce mandat, je ne viendrai pas à Helcom si le site n'est pas refait, modernisé complètement. Non loin du site de Helcom se trouve la centrale à charbon, objet de beaucoup de polémiques. Sur cette question, Abou Ahmed Sek appelle à un esprit prospectif. Mais ñun ñëpp xam nañu ne am nañu ci lalu. Ñun ñëpp xam nañu ko. Am na ñoo xamé ne dañoo def njubadi ci fi suuf dem dugg ci lolu. Il faut à un moment donné que nous tous on essaye d'avancer. Vous savez, on parle de reloger les populations victimes de les régions côtières, personne n'en parle. Essayons d'avancer. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays, dans ce Bargny. Avançons, essayons de régler ces problèmes. On a assez parlé de la centrale. Nous travaillons tous les jours. Il y a la pollution de la Sococim, on y travaille. Il y a d'autres problèmes à Bargny, on y travaille. On a des postes de santé qui ne sont pas fonctionnels, on y travaille. Le maire de Bargny s'exprimait en marge de la réunion d'installation du comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar de Bargny. Une réunion qui s'est déroulée dans la sérénité en attendant les législatives du 30 juillet 2017. Isidore Alexandre-Sen, Bargny, RFM. Dakar consomme par jour 250 bovins et 1500 petits ruminants selon la SODAV. Et cela non compte tenu de la viande qui provient de l'abattage clandestin. Conséquence, le consommateur achète de la viande qui peut être dangereuse pour lui. Reportage à Guédiawaye Salif Sow. Calebasse à la main droite, Ndiémé Bey en est à son énième passage devant cet étal. Le vendeur de viande lui fait d'ailleurs la remarque. Hésitante, un long moment. Finalement convaincue par le vendeur du produit, la consommatrice s'approvisionne. Son temps passé ici ne s'explique point par la qualité de la viande, mais plutôt par ses moyens. Armée de prudence, Ndiémé Bey dit savoir faire la part des choses. Un simple coup d'œil suffit pour elle. Il y a une énorme différence entre la viande de bœuf et les autres, telle celle d'âne. Cette dernière est rouge foncé et contient plus de graisse. Un autre vendeur de viande
une autre cliente. Celle-ci, contrairement à notre première interlocutrice, n'arrive point à faire la différence. Confiance et fidélité en bandoulière, cette jeune mère de famille au commerce facile portant son bébé dans ses bras, elle, interpelle les autorités. Awa Diba plaide pour plus de vigilance. Elle doit nous aider à pouvoir faire la part des choses entre la viande de bœuf et les autres. Durcir aussi les sanctions à l'endroit des fraudeurs aussi serait une bonne chose. Les autorités ne contrôlent que la moitié de la quantité de viande consommée à Dakar par jour. 250 bovins et 1500 petits ruminants sont dépecés au quotidien dans la capitale sénégalaise. L'autre moitié vient de l'abattage clandestin aux risques et périls du consommateur. Salif Sow, DJY, Radio Futur Média. Salif Sow, un petit rectificatif donc. Dakar consomme par jour 250 bovins et 1500 petits ruminants, selon la SOGAS et non la SODAV. Toutes nos excuses. Les toilettes publiques en question, non seulement elles ne sont pas nombreuses à Dakar, mais la propreté des lieux est un sérieux problème. Difficile d'entretenir ces lieux, sollicités à longueur de journée par des centaines de personnes. Le défi de l'hygiène, un reportage signé Anna Rocha. L'endroit passe inaperçu, mais impossible de rester insensible à cette forte odeur d'urine à chaque poussée de porte. La peinture verte des murs commence à s'effricher, les carreaux noircis par les va-et-vient incessants. Ni le décor, ni l'odeur fétide pourtant ne semblent déranger ce vieillard édenté, surveillant provisoire de ses toilettes publiques. Chaque année, le jeune Ibrahim vient passer ses vacances scolaires à la Médina. Les yeux enflés par le sommeil, l'élève explique que ces toilettes, malgré le manque d'hygiène, sont nécessaires pour ceux qui travaillent au marché Tilène. Est-ce que cette bille doit Pas loin de la rue 11, la rue 15 et son centre commercial. Mohamedou Siradjiba gère les toilettes publiques du coin. Il nous garantit qu'elles sont nettoyées à fréquence régulière. Les toilettes sont tellement fréquentées qu'il est difficile parfois de tenir le rythme. À cela s'ajoute un problème d'eau. Les toilettes publiques sont aussi rares qu'utiles, mais entre avoir des toilettes répugnantes et pas de toilettes du tout, le choix est vite fait. Reportage maintenant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est pour voir comment les étudiants qui vivent en surnombre dans leur chambre au campus social supportent la chaleur. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de climatiseur ni de ventilo. Et pour dormir tranquillement, ils envahissent les couloirs des pavillons ou bien le terrain de basket. Reportage Adama Anouchkaba. Chaque matin, 10 étudiants se réveillent dans cette chambre du pavillon A. Une chambre d'une étroitesse frappante, un lit, une armoire, 2 matelas superposés au sol, le peu d'espace qui reste loge les sacs et les valises. Avec cette chaleur, dormir une nuit entière est quasi impossible, nous dit Benoît. On essaie quand même de se débrouiller. Si on se sent vraiment un peu vexé par la chaleur, on est obligé de sortir nos matelas au niveau des couloirs. Les moyens ne sont pas des fois suffisants pour payer le ventilo. On a des cas sociaux, nous avons des photocopies à faire. Mohamed loge également dans la chambre en sous-vêtements blancs. Il profite de cette heure de la journée pour se reposer. Il ne dort pas assez la nuit. J'arrive pas à dormir 3 heures d'affilée. À chaque fois, je dors 1 heure, 2 heures, après je me réveille. Des fois, je sors, je me promène, après Même scénario du côté des filles. À la chambre 16 du pavillon Q, 10 personnes y vivent. Fenêtres et portes ouvertes. Celles qui n'ont pas cours ce matin dorment, les autres révisent. Ndeye Astou dit qu'elles sont maintenant habituées au duo, chaleur et promiscuité. Il y a beaucoup de monde, mais bon, on fait avec quoi. Le nombre, je peux dire qu'un ventilo ne peut pas ventiler toute la chambre. Peut-être un climatiseur, là, oui, mais c'est de nos moyens. Pour ces filles, dormir dans les couloirs est impensable, des questions de sécurité. Non, je crois que peut-être les pavillons des garçons, mais là, pour les filles, non, je ne vois pas. On dort que dans les chambres. Oui, que dans les chambres. Même si c'est chaud, on fait avec. Il y aurait même des étudiants qui squattent le terrain de basket de l'université pour dormir et au petit matin, ils rangent leur matelas, retournent dans leur chambre, prennent une douche et partent tranquillement faire cours. RFM,
l'actualité politique. Élection législative du 30 juillet prochain, Mansour Faye exclut toute idée de report. Le ministre de l'Hydraulique, qui était l'invité des RFM matin, s'est aussi prononcé sur le cas de Dakar avec les injonctions du président Macky Sall aux responsables investis. Georges Déthié Diop. L'endroit passe inaperçu, mais... Georges Déthié Diop, oui, on a entendu plutôt Anna Rocha à la place de Georges Déthié Diop. Nous y reviendrons si l'élément est en place. On poursuit cette édition avec l'actualité internationale. Rebonjour Sornana Tambay. Rebonjour Antoine. La tension est montée lors du sommet de l'Union africaine entre le président guinéen Alpha Condé et le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Mankeur Ndiaye. Un incident que le site confidentiel Afrique qualifie de bourde. Devant des chefs d'État, le ministre sénégalais des Affaires étrangères a affirmé que le Sénégal condamne les présidents à la quête d'un troisième mandat, suffisant pour froisser le chef d'État guinéen. Très en colère, Alpha Condé a déclaré, je cite, « Ce n'est pas à vous de nous dire cela, ce n'est ni le moment ni le thème du jour », fin de citation. Mankeur Ndiaye, qui n'a pas supporté la réponse de Condé, a quitté la salle. Alpha Condé est le président en exercice de l'Union africaine. Crise dans le Golfe, le ministre saoudien des Affaires étrangères est au sommet de l'Union africaine. Une présence de Adel Al-Jubeir à quelques heures de la fin de l'ultimatum lancé par l'Arabie saoudite au Qatar. Ce dernier est appelé à fermer les bureaux d'Al Jazeera d'une base militaire turque et à prendre ses distances avec l'Iran, des demandes rejetées par le Qatar. C'est la deuxième fois que le ministre saoudien assiste à un sommet de l'Union africaine. On ignore pour le moment les personnes qu'il doit rencontrer pour parler de la crise dans le Golfe. Le 29e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert hier prend fin aujourd'hui à Addis Abeba. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale adopte une loi malgré le retrait de l'opposition. La loi, Antoine, porte sur l'allègement des procédures de passation des marchés publics. 44 députés ont quitté le Parlement avant le vote du texte. Selon eux, la loi favorise la corruption. Sodakam. Après avoir protesté en début de séance, 44 députés de l'opposition ont quitté l'hémicycle, estimant que le projet de loi va permettre de légaliser le pillage des ressources. Et ils pensent aussi que c'est une manière de contourner les règles de transparence, selon Moussa Zerbo, député de l'Union pour le progrès et le changement. Il affirme, je cite, « Nous ne voulons pas être complices devant le peuple burkinabé. Et nous ne sommes pas pour qu'on torpille nos textes, pour qu'on fasse table rase des règles élémentaires de notre réglementation, pour piller notre pays. » Fin de citation. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, a regretté ce fait rare, estimant que les députés ont déserté de façon concertée l'hémicycle, champ du débat démocratique et contradictoire républicain, prive le peuple d'une possibilité d'approfondir sa connaissance. Défendu par la majorité et l'exécutif, le texte élaboré sur la base de l'urgence des besoins en matière d'investissement vise à accélérer la réalisation de 38 projets qui seront soumis à la procédure de contractualisation par entente directe. Au terme de la séance, la loi a été votée à l'unanimité des 76 votants. Les 44 députés de l'opposition n'ayant pas réintégré l'hémicycle vendredi, l'opposition avait menacé de descendre dans la rue si le parti au pouvoir persiste dans sa démarche de pillage et d'insouciance en votant la loi. Sodekamo, au Burkina toujours, le Parlement doit examiner ce mardi le projet de loi sur la réforme de la Haute Cour de justice. Le premier point important, c'est le respect du principe du double degré de juridiction et ainsi permettre aux accusés de faire appel. Une instance d'appel sera donc créée au sein de la Haute Cour, mais les accusés ne pourront pas se pourvoir en cassation. Le CDP, parti de Blaise Compaoré, conteste et demande que l'appel puisse s'exercer devant une autre juridiction distincte de la Haute Cour. L'autre point important, des accusés comme Blaise Compaoré et ses ministres poursuivis pourraient être représentés par leurs avocats. Côte d'Ivoire, l'enquête sur les mutineries de mai dernier suit son cours avec une nouvelle perquisition. La gendarmerie a fouillé le domicile du chef du protocole de Guillaume Soro à Abidjan. Selon des proches du président de l'Assemblée nationale, la perquisition a été menée sans mandat et ils ont fait appel
appel à un huissier pour constat. Le procureur de la République a pour sa part déclaré que ces éléments sont autorisés à effectuer des perquisitions sans mandat sur l'ensemble du territoire. Dans cette procédure, Souleymane Kamagaté, le chef du protocole de Soro, aurait également reçu une 5e convocation pour être entendu jeudi par la brigade de recherche de la gendarmerie. Une cache d'armes avait été découverte chez lui à Bouaké. Au Niger, Boko Haram, encore l'auteur d'une attaque meurtrière à la frontière avec le Nigeria. Cela s'est passé dimanche dernier, mais c'est ce mardi que le gouverneur de la région de Difa a donné l'information à la télévision publique. D'après le gouverneur, des éléments du groupe terroriste ont égorgé 9 personnes et enlevé 37 femmes. Des opérations sont lancées par les forces de défense et de sécurité pour essayer de retrouver les otages. La région de Difa subit depuis 2015 des attaques de Boko Haram. Elle abrite plus de 300 000 réfugiés et déplacés. Situation politique et sécuritaire instable en République démocratique du Congo. Le Filimbi se prononce. Filimbi, mouvement citoyen qui juge grave la crise qui prévaut dans ce pays. Le coordonnateur impute la responsabilité au président Joseph Kabila. Floribert Anzounilay est joint en Belgique par Georges Détidiop. Le pays va très mal tout simplement parce que tout ce que nous craignions finalement l'année dernière, nous citoyens, s'est produit. Il y avait une forte mobilisation pour que le 19 décembre, M. Kabila quitte le pouvoir étant donné que c'était la fin de son mandat, second et dernier mandat constitutionnel. Mais l'Église catholique et les partenaires internationaux ont estimé qu'il fallait pousser plutôt pour une voie plus ou moins ce qu'on appelait pacifique et trouver une dernière voie de sortie à M. Kabila en organisant un dialogue. Malheureusement, ce que nous craignons est arrivé. M. Kabila a utilisé ce dialogue pour se maintenir par la force. Il a divisé et détruit l'opposition. Il a réprimé fortement et donc aujourd'hui il s'est maintenu par la force. Deuxièmement, il a créé une situation de chaos à travers tout le pays, ce que nous appelons de toute façon la stratégie de la terre brûlée, qui consiste à créer le chaos un peu partout à travers le pays pour justifier que l'élection ne puisse jamais avoir lieu ou encore justifier que c'est le seul qui peut maintenir la stabilité en RDC. Donc le pays va très mal aujourd'hui. Plusieurs poches d'instabilité forte, dont le Kasaï où il y a des milliers de nos compatriotes qui ont été sauvagement massacrés, Béni et ailleurs, Nord Kivu, Sud Kivu également, et au Katanga également, créés volontairement par le pouvoir pour pouvoir justifier le maintien illégal au pouvoir. Donc le pays va très très mal. Et on va dire la SENCO, l'Église catholique qui était médiateur de ce dernier dialogue, a abandonné sa médiation et depuis peu finalement s'est rallié à la population pour dire qu'il faut maintenant remobiliser la population et former la population, préparer la population à organiser des manifestations pacifiques. Et voilà Antoine, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci Sornana Tambay pour cette page internationale, cette information. Les travailleurs du Soleil à l'instant ont bloqué l'accès des locaux de l'entreprise au directeur général Chercham. Il demande son départ pour gestion nébuleuse. Nous y reviendrons. Merci Mohamed Alioumba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Problème d'approvisionnement d'eau à Dakar. Le gouvernement a livré ses explications. Êtes-vous convaincu des arguments avancés? Dans quelques minutes, ce sera le débat du jour. RFM. Rebonjour Youssouf Bodian. Bonjour Antoine et bonjour à tous. Basket masculin, co-organisation de l'Afro-Basket. Donc avec la Tunisie, la confirmation toujours attendue. On devrait être édifié au sortir de la rencontre entre le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de basketball. C'est donc tout à l'heure, Solatiam sur place nous signale que la rencontre n'a pas encore démarré. On nous signale aussi que Gorgui Sidian n'y participe pas. Il était de la rencontre précédente avec le ministre des Sports. Les fédéraux qui devraient présenter le cahier de charge de la FIBA à la tutelle qui aura le dernier mot. En tout cas, pour notre confrère Bamba Kassé, il n'est pas opportun pour notre pays d'abriter ces matchs du premier tour de l'Afro-Basket 2017. Il nous explique les raisons. Le premier point, la FIBA va quand même réclamer 270 000 € qu'ils appellent frais d'organisation. Le Sénégal, je pense, n'a pas cet argent-là, ou en tout cas, si on l'a, je pense qu'il y a d'autres priorités, notamment dans le cadre même de l'organisation du basket. Cet argent pourrait être mis donc à la disposition du basket. Le temps est à notre défaveur, parce que d'ici à l'organisation de l'Afro-Basket, il n'y a que 60 jours. En 60 jours, est-ce qu'il est possible de réfectionner
je dis bien pas de rafistoler, mais de réfectionner dans les normes Marius Ndiaye. Je ne le pense pas. Et même si cette décision de réfectionner Marius Ndiaye était prise, pendant ce temps-là, où est-ce que nos deux équipes nationales, garçons et filles, vont se préparer, vont s'entraîner? On me dira que oui, on peut leur trouver des terrains de rechange. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas avoir des joueurs NBA et leur demander de s'entraîner sur un terrain qui n'est pas du parquet en bois. Ça, c'est interdit. Et donc, ça va nous amener vers d'autres problèmes. Ensuite, la formule elle-même, mais elle ne nous donne aucun avantage. Parce que la formule dit il faut que le Sénégal organise les phases préliminaires des deux poules. Ok, ça veut dire que le Sénégal va jouer 3 matchs à domicile à Dakar. Mais ça veut dire également que les autres équipes vont faire pareil. Et alors, à la fin de cela, même si le Sénégal termine premier ou deuxième de son groupe, il faudra que le Sénégal prenne l'avion et aille en Tunisie pour de suite aller jouer un quart de finale le lendemain. Vous imaginez les effets que cela va faire en termes de fatigue, en termes d'adaptabilité, etc. Ces raisons me font dire que aujourd'hui, il n'y a pas d'avantage à tirer à co-organiser cette compétition. Bamba Kassé, donc Antoine, on aura la réponse tout à l'heure. Sola Thiam est en train de suivre tout cela pour vous, donc on saura si le Sénégal accepte ou pas de co-organiser l'Afrobasket 2017 avec la Tunisie. On rappelle que c'est dans 2 mois, c'est au mois de septembre prochain. En tout cas, le temps est très court. Football, on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Le tirage au sort a été effectué ce matin au siège de la Fédération sénégalaise de football. 2 matchs entre des clubs de Ligue 1, Mbour, Djambar Mbour, Petite Côte, Stade de Mbour, Djambour de Louga, le département de Mbour, donc qui place 3 clubs en quart de finale de Coupe du Sénégal. Les autres matchs vont opposer le Pôle autonome d'Aquitaine, club de national, Cambérène, club de national, qui affronte aussi Teungueth FC, club de Ligue 1. Les matchs sont prévus entre les 8 et 9 juillet 2017, le week-end prochain. Donc, NGB détient le trophée de la Coupe du Sénégal. Et puis, au mot transfert avec Marseille, qui a une deuxième recrue après Valère Germain. Le club phocéen a engagé ce matin pour 4 ans le Brésilien Luis Gustavo, le désormais ex-joueur de Wolfsburg, a été transféré pour environ 4,5 milliards de francs CFA. Gustavo, donc, qui a joué la Coupe des Confédérations, mais aussi, pas à cette Coupe des Confédérations, c'était en 2014, mais aussi la Coupe du Monde avec le Brésil. Il est âgé de 29 ans. Il devrait rejoindre aujourd'hui le reste du groupe actuellement en préparation en Suisse. Lutte pour terminer, Youssouf. Avec le président de l'amicale des amateurs de lutte qui répond aux frondeurs. Il y a une seule association légale et reconnue des amateurs de lutte selon son président, Doudou Ndiaye Djeko. Doudou Ndiaye Djeko, effectivement. Oui. Il estime que la structure parallèle n'a aucune légitimité. Ces propos sont recueillis par Malal Giorgiani. damay collé motif ministre de l'Intérieur. C'est la faute au ministère de l'Intérieur parce que nous avons acquis notre récépissé en 1981. Le numéro est 3606. Ils peuvent aller vérifier. Le monsieur qui a créé la structure parallèle est membre du bureau depuis 12 ans en tant que commissaire au compte. 12 ans ñu ngi ànd mu nekk commissaire au compte. Tey war na wax fi waxu récépissé. Te mu ñu journal officiel bi depuis Qatar. Aujourd'hui, il se met à parler de récépissé alors qu'il a vu la publication du journal officiel et la duplication. Il a participé aux élections, on l'a battu, il a accepté. C'est le ministère de l'Intérieur qui ne doit pas accepter de délivrer un récépissé à une association qui n'a pas fait d'assemblée générale élective. C'est plutôt nous qui devons porter plainte contre eux. Ils n'ont qu'à nous dire qui a présidé leur assemblée générale. Doudou Diagne Djeko, donc le président de l'association des amateurs, dimanche dernier, on a entendu l'autre camp sur nos ondes, Antoine Diouf. Merci Youssouf Bodian. RFM, la chronique du jour. La chronique de Papa Sambakane. Il faut bien que les élections législatives prochaines se tiennent. Il faut bien qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions. Il faut que les électeurs aient fait leur choix dans la sérénité et que ce choix, la vérité des urnes, s'impose à tout le monde, tant la sincérité du scrutin aura été constatée par tous. Voici répertoriées, à peu d'éléments près, les conditions idéales de déroulement des joutes électorales qui mobilisent la classe politique nationale. Avoir ces élections idéales, devons-nous penser, est le souhait de tout le monde dans ce pays, et d'abord de ses acteurs principaux que sont les électeurs, les candidats députés et les partis ou coalitions les ayant investis, les organisateurs et superviseurs de la compétition. Or, tout ce monde, dont la relation se résume à n'être jamais d'accord sur rien, y compris parfois
sur ce que la loi même impose à tous est cette fois-ci d'accord sur une chose. Les 47 listes en compétition rendent impossible l'organisation d'élections dans les conditions idéales décrites ci-dessus si on ne changeait rien au déroulement du scrutin tel que prévu par la loi. S'il y en avait qui pouvaient avoir des réserves sur l'infaisabilité des élections avec 47 listes, sans changement dans les modalités du déroulement du scrutin, les simulations opérées par l'ONG 3D ont dû mathématiquement les soumettre. Du coup, il ne restait plus qu'à trouver un moyen conforme au droit d'organiser le vote dans des conditions qui permettent d'espérer son meilleur déroulement possible, et c'est là que la Commission électorale nationale autonome, Sénat, est entrée en jeu. Pour proposer, sans prétendre au coup de génie, que l'on permette à l'électeur de se soustraire à l'obligation légale de prendre chacun des 47 bulletins de vote pour n'en prendre que 5. Son vote restera secret et tous les électeurs devraient pouvoir voter sans que le scrutin ne prenne 20 heures, de 8 heures du matin à 4 heures le lendemain, comme cela est ressorti de la simulation de l'ONG pour un bureau à 300 votants. La proposition de la Sénat requiert cependant une modification de la loi électorale en ses articles L76 et L78 qui garantissent le secret du vote. Or, la modification de la dite loi dans un délai si court avant le vote interroge un engagement juridique international du Sénégal, le protocole additionnel de la CEDEAO, en son article 2 qui proscrit, sauf condition expresse, toute modification dans l'ordonnancement juridique des élections. Essayons d'être aussi précis que possible. Voici ce que dit l'article 2 du protocole additionnel. Je cite: « Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. » Fin de citation. Contrairement à ce que nous avons beaucoup entendu et qui nous avait désespérés, de croire que cet imbroglio induit par les 47 listes en compétition trouverait jamais solution, le protocole de la CEDEAO ne parle pas de consensus chez les acteurs politiques, mais bien de large majorité. Il suffisait de voir, au cours de certains débats radio ou télévisés, ces dernières semaines, les mines réjouies de certains acteurs politiques, figurant pourtant sur des listes dûment validées à la perspective d'un scrutin chahuté, pour se rendre compte que s'il avait fallu un consensus pour résoudre cette équation, elle n'aurait jamais été résolue. Aux dernières nouvelles, la Sénat aurait rallié à son idée 44 parmi les 47 partis et coalitions concernés par le vote du 31 juillet prochain, dont la campagne électorale s'ouvre dans quelques jours. C'est le lieu de saluer la position clairement expliquée de Moussa Touré, ancien ministre des Finances du Sénégal, ancien commissaire de l'UEMOA, chef de file d'une liste parmi les 47 en compétition, connu pour ses critiques sévères des politiques publiques du régime, sans concession et dans un langage parfois dur. Moussa Touré donc a expliqué que cette solution des 5 bulletins n'était pas idéale, mais qu'il ne pouvait y en avoir une d'idéale. Cependant, il en fallait absolument une si on voulait que le vote se déroule dans des conditions acceptables. Ça ne manque pas de réalisme, c'est d'un sens des responsabilités remarquable et surtout, c'est d'une bonne foi trempée comme de l'acier, du genre qu'on aimerait voir plus souvent chez nos hommes politiques. Enfin, on verra. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. Georges Detchediop. La modification de la discorde, on peut le dire ainsi, la modification en vue du code électoral avec le choix d'au moins 5 bulletins pour le vote. L'observateur qui parle de compte et mécompte d'un consensus note que Abdoulaye Daouda Diallo annonce un projet de loi pour valider la proposition de la Sénat, ce que confirme le journal Enquête. Mon confrère apprend que les députés sont convoqués demain matin en session extraordinaire. Seulement les acteurs ne sont pas sur la même longueur d'onde. Enquête évoque un désaccord électoral. Le quotidien LAS, un dialogue de sourds. Le journal note une polémique autour des 47 bulletins de vote. La proposition qui consiste à permettre à l'électeur de prendre au moins 5 bulletins ne trouve nullement l'assentiment de certains acteurs de certaines coalitions qui ont décidé de s'y opposer. Oui, pour faire face
L'opposition, selon l'AS, constitue un front du non, front composé entre autres de la coalition gagnante Wattu Sénégal, Manko Taxawu Sénégal, l'initiative pour une politique de développement, la coalition Ndawi Askan Wi. Précision du ministre de l'Intérieur, rapportée par l'AS, il n'y a pas de difficultés, sauf si l'on cherche des complications. Et dans l'enquête, Abdoulaye Daouda Diallo déclare que si le code ne change pas, l'électeur sera obligé de prendre la totalité des 47 bulletins. Des analystes et autres observateurs donnent leur avis sur la question. Aliou Diallo, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, confie à Enquête qu'en l'état actuel, rien n'indique quels sont les critères pour dire qu'il y a large consensus. Dans l'observateur, c'est le professeur Moussa Diaw qui attire l'attention des uns et des autres. Il prévient que le texte va créer la tension dans le pays. Le texte qui va être soumis à l'Assemblée nationale pour adoption. Et comme on parle de l'Assemblée nationale, arrêtons-nous un peu sur la une de Vox Populi relative à l'expiration du mandat des députés. Hier, dans le journal, Moussa Tine avait soutenu que le dit mandat est arrivé à terme depuis le 30 juin. Réaction ce matin de l'institution, Vox Populi informe que Moustapha Niasse dément Moussa Tine et légalise son assemblée. Selon mon confrère, il invoque le code électoral et déclare que l'affirmation de Moussa Tine relève d'une grave ignorance des textes. Il cite pour plus de précision l'article L151 selon lequel les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le jour de l'installation de l'Assemblée nationale nouvellement élue. Voilà qui est clair aux yeux de Moustapha Niasse. Ce qui n'est pas encore clair, c'est tout ce qui entoure l'affaire Rilke Ndangong, celui-là que la presse appelle la mule présumée de Karim Wade. Libération traite encore du dossier et c'est pour révéler que 500 millions d'euros ont été mis en cause par la DIC, la division des investigations criminelles. Mais le plus troublant, selon Libération, réside dans le comportement du Qatar. Les enquêteurs ont sollicité l'ambassadeur du Qatar au Sénégal pour qu'il confirme que Rilke Ndangong avait la nationalité qatari. Mais jusqu'à hier, la représentation diplomatique n'a pas répondu aux enquêteurs. Et pour ce qui est de Karim Wade, Libération renseigne que aucun des documents saisis sur Rilke Ndangong ne le met en cause formellement. N'empêche, il a soutenu que s'il avait insisté pour joindre Karim Wade au moment de son arrestation à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, c'est parce qu'ils ont eu à travailler ensemble. Un tour à présent dans les quartiers touchés par la pénurie d'eau. Le ministre de l'Hydraulique y était en tournée. Selon le journal Le Quotidien, Mansour Faye a annoncé la mise en place de 2 nouveaux forages dans la zone de Yengoulene. En attendant, la SDE va adopter le même système que la Sénélec, les délestages. Titre du journal Le Quotidien, Mansour Faye se jette à l'eau. Mais quelle eau si on n'en trouve pas ou difficilement? L'eau, en tous les cas, permet de cultiver le chanvre-indien, le yamba. Et les Échos s'intéressent à la géographie de la drogue au Sénégal. Cela à la faveur de l'incinération hier de plus de 2 tonnes de drogue. Le directeur de l'Ocratis, le commissaire divisionnaire Idrissa Cissé, a révélé que les régions où l'on consomme plus de drogue sont celles de Dakar et de Thiès. Quant à la région sud, elle est la première région en termes de production de chanvre indien. Et au regard de cette situation, le journal Les Échos en conclut: la Casamance cultive, Dakar et Thiès fument. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. On va parler des problèmes d'approvisionnement non à Dakar. Maître Massokhna Kane, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de SOS Consommateurs. Nous allons retrouver tout à l'heure Ndiaye Diop, directeur de la communication de la SDE. Il va participer donc à ce débat. Maître Massokhna Kane, si vous avez suivi les explications du ministre de l'Hydraulique qui parle de coupure d'électricité ayant conduit à ces problèmes d'approvisionnement en eau. Êtes-vous convaincu des arguments avancés par le ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye? Bon, je dois d'abord saluer l'effort et le courage de monsieur le ministre et des responsables qui ont quand même osé monter au front pour aller expliquer aux populations. Oui. Donc ça, c'est louable qu'ils aillent au front pour essayer d'expliquer aux populations. Mais les arguments qui sont avancés, franchement, ne devaient pas être des arguments à utiliser en cette période et dans cette situation-là. Parce que nous parler de problèmes d'électricité qui empêcheraient qu'on ait de l'eau, c'est tellement récurrent et ça a duré depuis si longtemps que même le président de la République, une fois, avait demandé à ces sociétés de prendre disposition pour que, quand il y a des travaux de maintenance sur l'électricité
par la Sénélec, que ça ne puisse pas impacter, que ça ne puisse pas empêcher l'usine de Keur Momar et les forages de fonctionner. Ce n'est pas normal. Et heureusement, j'ai entendu M. le ministre dire ce matin que maintenant les prochains équipements qu'ils vont faire, ils vont faire en sorte qu'ils puissent avoir l'autonomie, c'est-à-dire que même s'il y a coupure d'électricité, que les forages puissent fonctionner. Ça devait être fait depuis très longtemps, dans le cadre des investissements qui devaient être faits. Le fonctionnement d'une usine ou d'un forage, aussi important que ces infrastructures, ne devait pas dépendre des aléas de l'électricité. On aurait dû, dans le cadre des investissements qui avaient été faits, j'ai rappelé qu'il y a plus de 1000 milliards d'investissements qui ont été faits dans ce secteur, et je dis bien plus de 1000 milliards. Et ça, je pense qu'il faut auditer. Il faut qu'il y ait un audit financier et technique pour qu'on sache cet argent, où est-ce que c'est passé, comment on l'a dépensé. C'est beaucoup, mais est-ce que vous avez l'impression que cela a un réel impact sur la qualité du service? Bon, je dois dire que la SDE fait quand même des efforts. La SDE, comme la SONES, font des efforts, mais c'est loin d'être suffisant. Vous savez, l'eau, c'est vital pour les populations. L'eau, c'est un droit. Ce n'est même pas une denrée qu'on vend, c'est un droit. C'est comme le droit à la vie. L'eau, c'est un droit, c'est une denrée stratégique. Et l'État devait prendre ses dispositions, à mon avis, pour gérer ça lui-même. Ça doit faire partie des prérogatives de l'État. L'eau, l'électricité, tout ça, même si on doit faire appel à des privés pour les problèmes de technicité, c'est l'État qui doit avoir le contrôle. Donc même la société de commercialisation, c'est l'État qui doit avoir le contrôle. Donc moi nous demandons à ce que l'État revoie ce secteur qui est important. Je salue en tout cas le courage des responsables et du ministre d'aller expliquer aux populations, c'est une très bonne démarche. Mais je vous assure, les arguments ne peuvent pas nous suffire. Nous voulons de l'eau. Les gens payent pour avoir de l'eau. Il y a des contrats, un contrat d'affairement, il y a un contrat de performance. Il faut quand même, et on a renouvelé, je pense, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, le contrat d'affermage. Je pense qu'il est temps qu'on audite tout ça et qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Qu'on passe tout son temps à s'excuser et à mettre des camions citernes dans la rue pour les gens. C'est pas normal. On se croirait à la préhistoire. Merci, Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs. Rendez-vous donc à 13h avec vous. Ndiaye Diop, bonjour. Bonjour, M. Georges Diop. Oui, vous êtes le directeur de la communication de la SDE. Est-ce qu'on peut continuer en 2017 à servir aux populations des arguments du genre les problèmes d'eau sont liés aux problèmes d'électricité? Nous ne pouvons pas, comme vous le dites, continuer à servir aux gens des arguments disant qu'il y a des problèmes d'électricité. Nous n'en avons pas abusé, mais quand même un chat s'appelle un chat. Si effectivement il y a une division du travail et des responsabilités donc au niveau du Sénégal, je pense qu'il est du ressort de la responsabilité de la Sénégalaise des eaux de fournir de l'eau. Il est également du ressort de la responsabilité des autres entités, des autres secteurs, de faire dans le domaine ou dans les domaines qui sont les siens, de pouvoir assurer un service public. En tout cas, pour ce qui concerne la Sénégalaise des eaux. Actuellement, tous les ouvrages fonctionnent. Il se trouve que qui dit ouvrage dit machine, et que ces machines également peuvent tomber de temps en temps en panne, peuvent s'arrêter parce que tout simplement il y a des opérations de maintenance, ou ce sont des arrêts qui ne sont pas du tout programmés. Et les facteurs sont nombreux et divers, et parmi lesquels, vous l'avez cité, il y a l'électricité. Et malheureusement, si ce point-là ne suit pas également, nous sommes obligés de subir un peu les conséquences. Oui, je sais très bien ce que vous devez faire, mais il y a aussi ce qui ne relève pas de vous. Mais qu'est-ce qui est en train d'être fait justement en ce qui vous concerne pour une meilleure qualité du service? Pour une meilleure qualité du service, ce qu'on nous demande de faire, c'est de maintenir les ouvrages en état de bon fonctionnement, de nous assurer que tous les ouvrages fonctionnent à leur pleine capacité. Si cela est fait,
de nous assurer également que le service auprès du client se fait au mieux et de toujours essayer de l'améliorer au jour le jour. Je crois que c'est sur ça que nous sommes en train de nous mettre et de tout faire pour que le client sénégalais qui est abonné à la SD, les populations sénégalaises de manière générale, puissent dire nous avons un bon service public d'eau. Gaye Diop, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de la SDE. C'est fini pour Point de vue aujourd'hui. La météo, ce sera dans quelques instants. En attendant, voici le rappel des titres. Baccalauréat général, début des épreuves ce matin. Un accent particulier a été mis sur la sécurité des sujets pour éviter toute éventualité de fuite. Les professeurs de philosophie ne parlent pas le même langage. Ils sont divisés sur le mot d'ordre de boycott de la correction de l'épreuve anticipée de philo. Mais tous continuent de réclamer la lumière sur la fuite présumée à l'anticipé. Situation pénible pour ces passagers de Bruxelles Airlines. Ils sont bloqués à l'aéroport de Dakar depuis 2 jours et jusque-là, aucune explication à Kaolack. Les habitants du quartier Kharoun, victimes des eaux de pluie, étaient en sitting. Ils sont en colère parce que le gouvernement n'a pas respecté les mesures qu'il avait annoncées en leur faveur. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop. Réalisation Georges Detche Diop. À 13h, la grande édition en Wolof sera présentée par Mamadou Mohamed Ndiaye. La météo donc, une accalmie sera notée sur la quasi-totalité du pays, à l'exception des régions sud-est où des pluies d'intensité variable seront enregistrées au cours des prochaines 24 heures. Cette stabilité se poursuivra au courant des prochaines 48 heures. C'est enfin de validité où les conditions redeviendront favorables aux manifestations pluvieuses orageuses sur la majeure partie du territoire. Tout de suite, Dialgati Chibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.